Bienvenue, Sylvie Dubreuil au microphone. L'artificière avec qui je me suis entretenue juste avant les feux d'artifice du Portugal en compétition dans le cadre de l'International des Feux Loto-Québec de Montréal à la Ronde déborde d'énergie. Mélanie Cagnon œuvre pour la firme Gruppo Luzio Pyrotechnia qui est de retour à la Ronde avec un spectacle pyro-musical intitulé « Restez à l'écoute ». Mélanie Cagnon a toujours à cœur d'étendre ses connaissances et d'améliorer ses compétences afin de mettre au service ses talents et nous faire vivre des moments d'émerveillement. Des Jeux Olympiques du Brésil en 2016 à l'Eurovision en 2018, en passant par le Cirque du Soleil à Macao, Mélanie Cagnon insuffle au secteur du divertissement et de la pyrotechnique l'étincelle de fraîcheur et de professionnalisme de calibre international. Bonne écoute. Bonjour Mélanie Cagnon. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Ça va bien. On est en direct de la Ronde ce mercredi 10 juillet 2019. Feu d'artifice en compétition, le Portugal aujourd'hui. Ma première question Mélanie, comment devient-on artificière? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Un pur hasard en fait. Moi j'étudiais à l'UQAM, il y a eu une foire d'emploi et le parc Jean-Drapeau à l'époque, c'était en 2000. Je cherchais des employés. Puis il me restait un CV dans la main, puis je voulais pas du tout vendre des billets à la billetterie. J'ai quand même laissé mon CV. Cette année-là, la personne qui était responsable de la logistique et de l'accueil pour l'International des Feux dans l'équipe du Parc Jean-Drapeau à l'époque, c'était pas Six Flags, a quitté son poste d'une journée à l'autre, puis mon curriculum est arrivé dans les mains de Martine, qui est la directrice de l'International des Feux. Donc on m'a engagée à l'accueil et à la logistique ici. J'ai travaillé 3 ans. Puis en fait, en 2002, les Portugais de ce soir sont venus pour la première fois à la Ronde. Puis je suis plus ou moins repartie avec eux. C'était la fin de mes études, c'était la fin de l'université. J'avais un chat, quelques boîtes. On m'offrait de faire le développement international de leur entreprise parce que c'est des fabricants. Puis moi, j'avais rencontré plein de firmes potentiels clients de cette entreprise-là, fabricante au Portugal. Donc, il y a eu un match. Puis je suis repartie. Puis, ça fait 15 ans que je suis 2003. 16 ans. Puis est-ce qu'il y a un lien avec une logique familiale? Est-ce que dans la famille, dans votre famille... Pas du tout. Pas du tout? Rien du tout. Je buvais du vin de Porto et c'est tout ce que je connaissais du Portugal, en fait. Vraiment. Je connaissais rien du tout. Donc l'aventure démarre vraiment en tant qu'artificière? À ce moment-là. À ce moment-là? Ouais. Comment est-ce qu'on apprend le métier? Comment ça se passe? J'ai fait quelques feux parce qu'après, l'USO continuait de participer à des compétitions ou des spectacles à l'international. Donc, mon rôle de développement et de démarcher était autant pour vendre des produits que trouver et faire des spectacles à l'étranger. Donc, on a fait des spectacles. Avant d'arriver au Portugal, j'avais peut-être visité 4 pays dans ma vie et aujourd'hui, j'en ai 27 à ma fiche. Puis, ils sont tous liés à mon travail de feu d'artifice. Afrique, Amérique du Sud, Asie, etc., etc. Donc, j'ai fait quelques feux comme artificière, donc à préparer, puis on apprend au Canada, il y a une formation d'une journée. J'ai fait parce que je travaillais ici. On devait suivre le cours pour avoir les cartes de qualification. Au Portugal, il faut travailler pour une entreprise, puis on travaille avec les plus expérimentés, puis on fait des trucs moins importants au début, puis je suis pas un chef de tir, je fais pas de conception. Je continue de faire la production des spectacles puis à aider l'équipe. J'ai co-réalisé la bande-son de ce spectacle ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est un chef de tir? C'est le responsable qui va faire la mise à feu du spectacle. Donc, qui va être derrière les contrôles de mise à feu ou qui va programmer le spectacle. Donc, je fais pas ça. Quels sont les défis d'être artificière? La sécurité. Malheureusement, les feux d'artifice, aussi beaux et magiques que ce soit, je crois que c'est le plus risqué des arts qu'on connaisse. Il n'y a jamais de risque zéro. On peut prendre toutes les précautions du monde, appliquer toutes les règles de sécurité possibles. Le risque zéro en pyrotechnie n'existe pas. Donc, on est un peu, malheureusement, toujours en danger. Quand on installe les feux, quand on les fabrique, Donc, je pense que c'est ça le plus grand risque, en fait. Puis malheureusement, les artificiers plus expérimentés, parfois, oublient. On devient plus à l'aise, on est moins vigilant.
Il y a comme une routine qui s'installe. Ben oui. C'est là que malheureusement certains accidents arrivent. Heureusement, nous, chez nous, on a cette chance de ne pas avoir connu d'accident. Mais parfois, c'est ça. C'est triste, ça existe. Donc, c'est toujours là. Puis là, vous disiez, vous avez réalisé la bande sonore du feu d'artifice de ce 10 juillet 2019, donc à la Ronde à Montréal. Comment ça se construit, une bande sonore? Le directeur artistique, Victor, a décidé, on cherchait un thème en fait, on collabore sur les bandes de son des spectacles depuis plusieurs années déjà. Puis il cherchait un thème qui allait rejoindre tout le monde. Donc quand Luso fait un spectacle, on pense toujours au spectacle que le public va voir. On pense au public en premier. On veut qu'il voit un spectacle, qu'il vive une expérience. On va toujours penser à eux avant. Quelle chanson ils vont aimer, quelle chanson va les faire vibrer, va leur rappeler quelque chose, va raviver une mémoire, etc. Donc, le premier jet, c'était des thèmes des années 80, principalement de télé. On n'est pas resté dans les années 80, donc, puis le thème de télé, de musique de télé, avait jamais été fait. Il y a beaucoup de feux sur des thèmes de films. Il y a sûrement des thèmes télé qui ont été insérés, mais 100% télé. Puis de la façon dont on le fait, on l'a jamais vu. Donc, on cherche, là, on a passé 3 mois à construire la bande-son. Première recherche Internet, là, on fait meilleure chanson, TV, team, là, on cherche. Il y en a quelques-unes qu'on sait qu'on veut. Victor voulait le thème de A-Team, parce que c'est un programme d'enfance qui lui a parlé, fait que ça c'était sûr. Il voulait de Love Boat parce qu'on trouvait que dans le thème des années 80, c'était un incontournable. Des trucs comme ça, fait qu'on commence à la construire, on en laisse tomber des très chers et très proches à notre cœur parce qu'avec les autres, la sonorité n'est pas correcte. On en choisit des nouvelles, parfois parce que la musique est très, très intéressante, donc on le construit pour créer une ambiance puis construire l'émotion pendant le spectacle. On a 5 ou 6 musiques qui seront peut-être moins connues pour le public, mais qui sont très, très, très jolies, puis qu'on a voulu insérer parce qu'ils font naître une émotion. Donc, Puis quels sont les challenges? Puisque j'imagine, quand vous construisez la bande sonore, le feu est dessiné en 3D avant que ça soit lancé en pleine nature. Donc j'imagine qu'il y a des coûts par rapport à la musique. Comment ça se passe la construction par rapport, on lance tel feu, on lance tel graphisme, parce qu'on peut voir des chœurs, on peut voir différents designs dans le ciel. Nous, on travaille beaucoup en pyromusical, donc avec une bande sonore et les feux d'artifice. Donc la bande sonore va être construite, puis après, le concepteur du feu va s'asseoir, va l'écouter, il va imaginer, choisir les effets. Il va ponctuer la bande sonore de moments pour synchroniser les effets. Puis après, il va programmer le spectacle. Donc, faire la conception dans un programme qui est digital. Puis depuis une dizaine d'années, oui, il y a des programmes de 3D qui nous permettent de voir la programmation qu'on fait. Ça, c'est nouveau. Avant, il y a 20 ans, il n'y avait pas ça, là. On concevait les feux sur une feuille. Il n'y avait pas de conception par ordinateur et c'était vu par tout le monde et l'artificier le soir même. Il n'y a pas de répétition dans les feux d'artifice. Vous avez été artificière et travaillé à titre de coordonnatrice pour les Jeux olympiques au Brésil. Oui. Parlez-nous, comment cette aventure est arrivée, puis c'était en quelle année? C'était en 2016 pour les Jeux olympiques. En 2012, j'ai fait un premier travail avec les contacts des feux d'artifice. Un ami très proche à moi qui a gagné d'ailleurs beaucoup de trophées ici m'a demandé si je pouvais aller coordonner un spectacle au Mexique. Là, j'ai commencé à connaître plein de gens qui font ça dans la vie, que des cérémonies des Olympiques, etc., etc. Donc, mon réseau s'est ouvert sur un nouveau monde. Puis, en 2015, en décembre 2015, entre Noël et le jour de l'an, 1 mois et demi après avoir accouché de mon enfant, je reçois un appel d'un des contacts que j'avais rencontré, qui était directeur technique des cérémonies à Rio. Puis là, je reçois l'appel, puis je fais comme, c'est sûr que c'est pour Rio. C'est l'appel que j'ai attendu toute ma vie, parce que j'ai fait la gestion d'événements depuis avant l'université. Donc, en gestion d'événements, je pense que des cérémonies Jeux olympiques, c'est un peu, du moins à moi, c'était ma marque. Je pourrais accrocher mes patins après avoir fait une cérémonie d'ouverture et de fermeture des Jeux. Puis quand il a appelé,
Puis je me suis dit, c'est ça, parce que je parle français, anglais et portugais. C'est sûr que c'est ça, t'sais. Et comme de fait, c'était ça, puis je pouvais pas croire que je venais d'accoucher, c'était impossible. Puis du coup, lui, au téléphone, il me dit non, c'est juste à partir de juillet. J'ai fait une pause, j'ai dit, on va se parler dans quelques jours. C'était évident pour moi que c'était pas une expérience que je pouvais manquer, t'sais. Donc, mon conjoint a pris soin des enfants pendant que je suis allée vivre une expérience inoubliable pendant 3 mois. Donc, j'ai été responsable des effets spéciaux et de la pyro pour les cérémonies, ouverture, fermeture des Olympiques et des Paralympiques. Quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière qui vous a permis de vous accomplir aujourd'hui? Je pense que c'est un ensemble de plein de réalisations. Celle-là, c'est sûr que je peux pas oublier le moment où je suis dans la régie de contrôle de la cérémonie d'ouverture des Olympiques de Rio. C'est moi qui s'assure que les 2 minutes avant live, il n'y a rien qui tope ça. Là. J'ai des larmes 2 minutes après, puis je fais comme, OK, on est dans 2 minutes, ça part. Là, fait que c'est ça. J'ai eu la chance, toujours dans ce concours de circonstances-là, de rencontrer des gens de l'industrie, de aussi faire partie de l'équipe de l'Eurovision l'année dernière qui a été réalisée à Lisbonne. Donc, j'ai été assistante de Head of Production. Donc, rien à voir avec les feux. 100% production, technique et production, accréditation, système d'accréditation, préparer les sites, etc., réception de tous les fournisseurs de son, lumière, stage, dans une position d'assistante. Donc, ça m'a permis vraiment, mais du début, j'ai fait 8 mois le projet, c'est 1 an. Pas plus qu'1 an, parce qu'à partir du moment où ils savent que c'est l'Eurovision, c'est 1 an après. Donc, j'ai vraiment fait partie de toutes les phases du début à la fin. Ça, c'était impressionnant. Le broadcast, c'est live de télé, ça va paraître cliché, mais bon, c'est la réalisation de tous les jours de voir mon fils grandir. Là, aujourd'hui, 3 ans et demi, donc... Mélanie, si vous croisiez la petite fille de 10 ans que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Que ça ne sera pas facile, mais de faire comme elle le sent. Merci infiniment, Mélanie. Ça me fait plaisir. Et bon feu d'artifice, bon succès. Retrouvez toute l'actualité de Mélanie Gagnon et de la firme Grupo Luzo Pyrotechnia sur leurs réseaux sociaux et leur site web. J'en profite pour remercier Carl Desjardins pour les photos du feu d'artifice du Portugal. À bientôt.